Il m'attaque dès le début du podcast. C'est bien, je lui avais dit, sois naturel, vas-y, balance comme si c'était en off caméra. Donc c'est très bien. J'étais arrivé à un niveau où je supportais plus la race humaine. C'est-à-dire qu'à la fin du Maroc, il fallait absolument que je fasse un business web où il y avait personne. Je suis arrivé à un niveau de fortune dans ma vie. T'as pas envie de mourir bêtement. Je suis content. Mon savon vient de Californie. Mon shampoing vient de France. Mes brosses à dents et mon dentifrice vient de Suisse. Et chaque produit comme ça me coûte une fortune. C'est de la folie. Mais parce que ça, c'est important pour moi. L'intégralité de mes copines, elles ont jamais sorti une seule fois de l'argent. Peut-être ta copine qui commence à commander des trucs chers ou quoi aux caisses. Bon, moi, je peux avoir une petite goutte. Là, il rigole. Il adore parce qu'il adore me faire passer pour un punk, chose que je ne suis pas. Alors, je profite d'avoir Billy à Panama pour faire un petit podcast sur la philosophie autour de l'argent et de le rapport à l'argent finalement, de comment on dépense, comment on gère notre argent, et on a souvent des façons assez différentes de faire les choses. Donc je pense que ça peut être intéressant de confronter nos deux façons de faire. Pour ce faire, tu as préparé pas mal de questions que j'ai à peine lues. Donc ça va être un format assez libre, assez décontracté par rapport à l'habitude, et même je vais te laisser prendre le lead sur ce podcast, c'est-à-dire que c'est toi qui vas aborder les différentes thématiques puisque c'est toi qui as préparé, et c'est plutôt moi qui va être interviewé presque. Enfin, ça va être un échange bien sûr, mais voilà, je suis dans une position un peu différente de d'habitude. Donc je te laisse faire. Le premier point, c'était sur nos dépenses mensuelles et donc le pourcentage qu'on épargne. Moi, je dépense entre 10 et 15 000 euros par mois et j'épargne pas loin de zéro. Okay. Et toi, je crois que tu épargnes beaucoup plus et tu dépenses à peu près la même chose que moi. Ouais. Déjà, nos revenus ne sont pas les mêmes. Donc, mon taux d'épargne, il va être autour des 90-95%. L'année dernière, c'était autour des 90, je pense, quand je vivais à Dubaï, où je dépensais plus, là, pour le coup. Je devais dépenser 25 000 de moyenne par mois. Donc, c'est l'année où j'ai le plus dépensé de ma vie, 300 000 $ dans l'année. Sinon, là où je suis confortable, c'est le haut de ta fourchette en fait, c'est 15 000 par mois, c'est-à-dire 180 000, 200 000 par an, mais ça couvre pas uniquement mon loyer et mes restaurants, mais aussi tous mes déplacements. Là, j'ai voyagé quelques mois, ça a coûté déjà 100 000 $, donc t'es déjà à la moitié du budget de l'année. Bon, après, je suis parti combien, 4 mois et demi, un truc comme ça. Bon, la moitié de l'année qui a été dépensée comme ça. Du coup, pourquoi épargner autant et dépenser si peu par rapport à tout ce que tu gagnes? Parce que finalement, tu pourras avoir un meilleur appart, tu pourras avoir plein d'autres choses plus sympas, et finalement c'est un peu une forme de privation enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, parce que comme je t'avais dit, moi déjà l'appartement dans lequel t'habites, j'habiterais pas dedans avec mes revenus actuels. Et si j'avais tes revenus, je pense que j'aurais le meilleur penthouse de Panama. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Moi personnellement, je suis très confortable dans mon appartement, et c'est assez drôle, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Entre quand j'avais quelques centaines de milliers de dollars. C'est combien le loyer de cet appartement? C'est ça qui m'intéresse. C'est tellement bas, c'est vrai, 2000 $. Ouais, 2000 $. Mais en vrai, pour mettre les choses en perspective, par contre, c'est parce que c'est une anomalie de marché. On est d'accord que ce même appartement dans une résidence 5 étoiles, il y a nulle part dans le monde où ça coûte 2000 $ par mois. Ça coûterait au moins 5-6 000 $. Et l'équivalent chez The Address, par exemple, aux Émirats, donc à Dubaï, donc ces résidences hôtelières, c'est 8-10 000 $ par mois, le même type d'appartement. Donc c'est une anomalie de marché. Je paye pas cher parce que le marché de Panama est surpeuplé d'offres et il y a assez peu de personnes qui veulent ça. Du coup, vu que c'est une bonne affaire et que t'as un côté un peu rat, tu veux pas louper la bonne affaire et tu veux pas aller sur un truc plus cher. Il m'attaque dès le début du podcast. C'est bien, je lui avais dit, sois naturel, vas-y, balance comme si c'était en off caméra. Donc c'est très bien. Ouais, je suis quelqu'un de frugal, ça c'est vrai. Mais encore une fois, je serais pas plus heureux. Franchement, il y a pas beaucoup d'appartements qui me rendraient plus heureux à Panama. Et j'ai toujours ce truc de tu sais, tout ce que tu possèdes te possède en retour, même si c'est de la location, en fait, d'avoir un énorme penthouse de 500 mètres carrés, etc. Enfin, pour moi, ça serait des soucis en plus. Je suis très bien dans ma résidence hôtelière où il y a la moindre ampoule qui saute, j'appelle la réception, on me change mon ampoule, enfin, peu importe le problème. Et ça, c'est très important pour moi et je serais capable de le payer bien plus cher. En vrai, c'est 2000 parce que c'est pas cher. En vrai, c'est pas normal que ça soit comme ça. Et en vrai, le vrai côté rat, on va aller jusqu'au bout, je le paye en carte de crédit. Donc, j'ai 3,5% de cashback, il me coûte que 1930 $ par mois. Et ce que je trouve contradictoire, c'est que tu vois, tu vas aller dans des hôtels à 800 € la nuit et voyager en business, mais par contre, tu vas vivre dans un appart qui est beaucoup moins bien que quand tu pars en voyage, tu vois. Franchement, il est pas mal quand même. T'es chié quand même. Il a pris un petit coup de vieux, quoi. Ouais, parce que c'était construit il y a 10 ans. Mais franchement, ça va. C'est très, très bien. Et pour Panama, je te promets que c'est dans le haut du panier. C'est vrai qu'après, en termes de voyage, je vais dépenser beaucoup plus. Mais cet appartement, en gros, c'est une grande suite dans un hôtel. Quand tu veux la même chose dans la partie hôtelière, c'est 500 balles la nuit. Donc, ça serait 15 000 par mois.
Tes 300 t'emballes pas. Non, les 300, c'est les plus petits comme toi. On vérifiera. Les 130 mètres carrés, les 300, c'est dans les quasi 400-500. Et tu vois, autre chose, tu prends que des vêtements à 10-15 balles. Non, vas-y, c'est bien. Vous voyez, le polo, là, il coûte combien? C'est un Asos. Oh, je les achète par 3. Je pense que ça. C'est toi, tu mets du Asos aussi. Donc, ouais, mais je veux dire par là, tu m'as dit que t'aimais bien les beaux vêtements avant. Et en Ouais, fait, c'est j'ai eu marrant une parce que période, quand tu mais gagnais moins d'argent, bah, t'avais C'est des très plus beaux vrai. vêtements. C'est très vrai. J'ai eu tout ce qui se faisait de mieux, tout ce qu'il y a de plus cher, toutes les plus grandes marques. Vous pouvez voir du Zegna, du Brioni. J'avais beaucoup de mes vêtements qui étaient faits sur mesure, donc en grande mesure, même pas de la demi-mesure, c'était en grande mesure, vraiment à mon corps. C'est quelque chose qui m'a passionné. J'avais les chemises des meilleurs faiseurs de Paris. J'allais chez Luca, etc. Charvet, pour ceux qui connaissent. Donc j'avais ce qui coûtait le plus cher, ce qui était le mieux. En souliers, pareil. Et en fait, je suis en short la plupart du temps. Je vis dans des pays chauds. J'ai besoin de montrer à qui, enfin, j'ai pas besoin de montrer à qui que ce soit quoi que ce soit. Mais ça je te m'en fait pas fous. spécialement plaisir, quoi. En fait, En plus, ouais, j'ai perdu. J'ai vu ta garde-robe, j'étais pas impressionné, quoi. Ah putain, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi. Mais bon, c'est bien. Non, c'est vrai que la plupart de mes vêtements viennent de chez H&M, Asos, COS un peu dernièrement, COS et Zara. C'est quand tu t'emballes ça. Ouais, c'est quand je me lâche complètement. COS et Zara. Mais de temps en temps, j'ai quelques pièces. C'est-à-dire que j'ai pas une chemise. Tu vois, il y a des trucs où c'est très important pour moi. Une chemise, j'arrive pas à mettre une chemise de chez Zara ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que souvent elles vont être mal coupées et les matériaux ils sont Les pas matériaux, top. les Et matériaux. en fait, une chemise chère, une chemise pas chère, tu vois la différence. Il y a au une premier coup énorme d'œil. différence. Ouais. Et que tu vois pas autant sur un t-shirt pas cher et un t-shirt cher. Bon, après, en vrai, moi j'ai des chemises Uniqlo, elles sont top aussi, hein, là. Il y a des choses qui sont bien. Mais c'est vrai que les chemises habillées, tu vois la différence. Ouais. Donc t'as pas regardé, mais les chemises c'est que Brioni, Charvet, Ok. que du très bon. Ouais, mais tu les mets jamais. Très peu, effectivement. Pour les souliers, ouais, non, j'ai encore 2-3 trucs. J'ai pris 2 paires de Zegna, 2 baskets Zegna quand même. Hein. C'est quand même pas trop mal. Et l'Europeana aussi. L'Europeana, j'ai Ouais. vu. Ah oui, J'ai c'est dit là. Zegna. Non, l'Europeana, t'as raison. Là, c'est du l'Europeana, les deux. Ouais, du coup, c'est quoi le prochain truc que t'aimerais acheter qui coûterait cher et qui te ferait vraiment très plaisir? Rien, Rien. sincèrement. C'est quoi le truc le plus cher que t'as acheté dans les 4-5 dernières années? Unité de production, l'ordinateur, là, le Mac. Non, à mais l'époque, pour quand le ils sont loisir, sortis- pas pour travailler. Les Mac, quand ils sont sortis, le Mac Pro, là, je crois qu'il coûtait, les premiers prix, c'était dans Pour le les loisir. 6 000, et je crois que j'avais payé $12 000, un truc comme ça. Montres, ouais, j'ai acheté quelques montres, donc j'ai 3 Tu mets pas? Patek que je mets jamais, je m'en fous. Mais en fait, c'est le truc, c'est que j'aime bien l'objet, je suis content de le posséder. Pour les montres parce qu'en fait c'est très compact et ça permet de stocker de la valeur. Là on repart encore du côté investissement. Ça me fait pas plus que ça. Et en vrai, j'aime vraiment plus. Les gens peuvent pas comprendre, mais je préfère une Casio qu'une Patek en fait. Et tu vois, par exemple, quand tu mets des choses qui coûtent cher, tu peux pas prendre toujours les mêmes itinéraires ou tu peux pas sortir dans une boîte, etc. Parce que tu vas avoir une montre à 60-80 000 $ au poignet, tu vas pas vouloir, etc. Enfin, ça dépend où t'es. Si t'es aux Émirats, par exemple, là, tu te prends pas la tête. Et c'est justement dans ces moments-là où que j'ai acheté ce type d'objet d'ailleurs. Panama est assez safe. Mais j'irai pas sortir dans un club avec une montre à 80 000 $ à Panama. Donc, encore une fois, on rentre dans le truc de ce que tu détiens te possède en retour ou te crée des barrières de ça te fait chier dans la journée. Si tu commences à mettre des trucs super chers, tu mets les pompes l'Europeana blanches et t'as un connard qui te marche sur les pieds et une paire de pompes comme ça coûte $1 200. Donc tu les laisses dans le placard. Donc ça me gâche la journée et donc j'ai pas envie de les mettre, effectivement. Ouais. Et là, on a parlé de matériel. Et si c'était plus, tu vois, tu m'avais parlé de vouloir prendre des cours d'aviation, par exemple. Ouais. Alors ça, j'ai aucun problème à dépenser pour apprendre, aucun souci. Donc là, en ce moment, je vais commencer l'aviation. Je vais faire mon brevet de pilote privé. Je fais pas mal de cours aussi sur tout ce qui est armes. Donc j'ai plusieurs profs que je prends. Ça, je dépense sans compter. Dans les trucs chers, des fusils. Là, j'ai acheté pas Tu mal m'as de dit que tu fusils. voulais faire un truc en hélicoptère aussi, tu veux en parler? Pourquoi pas. Non, ouais, des expériences, j'ai pas trop de problèmes à dépenser. Ouais, je voudrais faire de la chasse au sanglier en hélicoptère au AR-15, en fait. Je sais pas pourquoi. Ça Voilà, alors tapez sur internet chasse à sanglier en hélicoptère au Texas, vous allez pas être déçus. Ça coûte, je crois que c'est $3 500 de l'heure. Donc, ouais, c'est des trucs. Donc, en fait, je peux être. Ouais, je pense que c'est assez intéressant pour les gens qui me connaissent pas de voir mes traits de personnalité très différents. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je vais pas avoir de gros upside à prendre des trucs très chers et donc je vais pas le faire. Et il y a des expériences de vie où tu t'en rappelleras toute ta vie et là, j'ai aucun problème parce que c'est des souvenirs gravés à vie. Bon, là, c'est un peu extrême l'exemple du tir au sanglier en AR-15.
depuis un hélicoptère, mais ça peut être plein d'autres expériences de vie. Comme tu l'as dit, les hôtels, je lésine jamais, la business class jamais. Voilà, il y a des choses. On avait parlé de bucket list, tu vois, ça me rappelle, je t'en reparle parce Ouais. qu'on parlait de l'hélicoptère. J'ai une bucket list. Ouais. Et justement, la mienne, elle Vas-y. était, je la trouvais plus folle, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, si j'avais ton argent, je pense que déjà, je ferais un tour du monde des plus gros festivals de musique, quel que soit le type de musique, tu vois, dans les loges VIP, etc. Ensuite, je ferais le gumball, la course de voiture où tu vas de pays en pays. Ou, je sais pas, je ferais tous les hôtels Aman, par exemple. Plein de trucs comme ça. Et toi, donc toi, c'est quoi, par exemple? Bah justement, je l'ai ouvert parce que je me rappelais plus de tout. C'est beaucoup de voyages également, donc les meilleurs spots de plongée du monde, des trucs un petit peu inconnus, Fidji, Bonaire, Komodo National Park, ça c'est Labuan Bajo, c'est à côté de les îles Bali, etc. Misol Eco Resort, ça j'ai dû me noter, ça doit être un truc incroyable. Tous les trains mythiques, j'aimerais faire les trains mythiques. Ah, ça c'est sympa. J'ai un ami qui a fait celui Orient au Express. au Pérou, je crois. Ah bah oui, c'est le... Ah, je sais plus le nom, mais je veux le faire. Je l'ai noté, c'est avec Belmont. Belmont. Ouais, Les il hôtels m'a dit que Belmont. c'était incroyable. Et Ouais. tu montes très très haut en altitude. Ouais. Et vraiment, c'est magnifique. Ouais, il faut se préparer un petit peu, par Ouais. contre, physiquement. Ouais, il avait du mal à Des respirer. médicaments, il me disait. etc. Mais Belmont, qui est une des super chaînes d'hôtels, c'est pas très connu d'ailleurs. C'est juste en dessous de Haman en termes de qualité. Et effectivement, ils ont ça. Et là, on parle d'un budget, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que pour 2 nuits, je crois que c'était 8 à 12 000, un truc comme ça. Donc, c'est des vrais budgets. Et ça, je peux le faire, par exemple. Tu m'as parlé de la Tanzanie aussi, non? Tanzanie, Tu l'as fait ouais, encore, non? Safari, etc. Ouais, non, j'ai plein de trucs. J'ai toute une liste. C'est beaucoup de voyages, en fait, ma bucket list. Je suis en train de regarder. En possession, encore une fois. Non, mais en expérience un peu folle, tu vois. À part le truc en hélicoptère. Y a pas un truc où tu te dis, tiens, j'ai envie de me lâcher. Je sais pas. Non. Non, je suis non, c'est vrai. T'es Non, content comme ça, quoi. ouais, je suis content comme ça. Il n'y a pas grand chose que je voudrais acheter ou voudrais faire que je peux pas faire. C'est qu'une question de temps. Là, j'ai une liste. Je fais mes choses au fur et à mesure. Ouais, non. Bon, du coup, je vais lui envoyer ma bucket list. Pour m'inspirer un Et petit comme peu. ça, il va me la financer. Ah ouais, non. En parlant de financer, est-ce que tu continues à investir dans des formations, des trainings, des trucs comme ça, vu que de ce que je comprends niveau matériel Ouais. et expérience folle, c'est bon, t'as tout Ouais, ce non, qu'il sur faut. du savoir, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bah, là, je vais apprendre à piloter. Tu peux pas passer autrement qu'en payant 10-15 000 $ de leçons pour voler, etc. Plonger, t'as fait? Plonger, j'ai pas encore fait. En fait, je fais du freediving et je suis plutôt bon. Ah ouais? Ouais, Je sais pas. ouais, je fais beaucoup de freediving. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Bonaire, etc. Ah, ok, ok. Ouais, moi, je suis plutôt freediving. Je suis pas snorkeling. Donc, freediving, c'est de Ouais, ouais. apnée. Ok. Donc, ça, j'aime Et descendre. t'arrives à rester combien de temps sous l'eau? Et à quelle En profondeur? statique ou en nage? À quelle profondeur et à combien de Je temps? peux aller à 10-15 mètres à peu près. Waouh. Ouais, je peux aller à 10-15 mètres. En fait, j'ai cette aptitude depuis que je suis tout petit parce que mon père, en tant que bénévole, il faisait des cours de natation. En fait, à partir de 4 ans, 4-5 ans, je descendais déjà à 5 mètres. Ce qui est beaucoup quand Ah, t'as c'est 4-5 ans. énorme. Moi, au bout de 2 mètres, je panique et je remonte, je tiens 45 Ouais, secondes. mais en fait, il m'a appris dès petit, en fait, les paliers, etc. Et donc, depuis que je suis petit, je descends au fond de l'eau et je me sens bien, en fait, parce que je suis quelqu'un qui adore le calme. Et c'est un truc que j'adore que d'être au fond de l'eau. Et donc, c'est pour ça que je te demande si je descends, si je suis en statique, je peux rester jusqu'à 3 minutes. Ce qui est pas énorme, en vrai, pour ceux qui en font vraiment à haut niveau. Et si je bouge dans l'eau, 1 minute, quoi, 1 minute 30, max. Ouais. Moi, non, j'ai fait les niveaux de plongée avec bouteille. Je crois que j'étais jusqu'à 30 ou 40 mètres, quelque chose comme ça. Ok. Et freediving, non, j'ai jamais fait. Ok. Un truc que j'aimerais bien faire, moi, c'est le saut en parachute, par contre. Non. Ça te fait peur? Je pourrais le faire, c'est-à-dire que mon corps pourrait le De supporter de passer le faire. les diplômes, je veux dire, tu vois. En pour fait, pouvoir sauter c'est tout seul. juste que je suis arrivé à un niveau de fortune dans ma vie. T'as pas envie de bah oui, je suis content. pas envie de mourir bêtement. Je suis content de tout. Enfin, globalement, ma vie est super cool. Je vais pas me jeter d'un avion, quoi. Enfin, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix avec vos idées. Non, en gros, j'en aurais pas la peur, mais j'ai pas envie de prendre ce type de risque. Effectivement, il y a des gens qui vont dire, bah ouais, mais le freediving, etc., ou la plongée, ça peut être dangereux. Bon, j'irai pas à des profondeurs. De toute façon, tous ceux qui plongent, ils le disent. Le meilleur de la vie sous-marine, tu le vois dès les 15 premiers mètres. Ouais, D'aller après, ça relève de l'exploit. C'est vraiment quand tu as envie de la performance, de plonger super profond, les premiers paliers suffisent. Franchement, moi, quand j'étais à 30 mètres, déjà, quand tu regardes en haut, ça commence à faire un peu peur. Et surtout, tu vois plus grand chose d'intéressant. Non, Il y y a a plus plus trop de rien. poissons. Il commence à faire un peu sombre. Donc, ouais. Donc, voilà. Un autre point que j'aurais voulu aborder, c'est le regard des gens envers toi Mhm. au fil du temps et au fil de ta richesse qui a augmenté, surtout par rapport à la famille. Globalement, ça a pas trop changé parce que c'est pas un sujet dont je parle trop avec ma famille. Je suis resté quand même assez discret, que ce soit avec ma famille ou mes amis. Après, je suis public avec cette chaîne YouTube, donc ceux qui prennent le temps de regarder une vidéo savent à peu près combien je gagne ou qu'est-ce que j'ai.
du côté de ma mère, ça n'a pas changé grand-chose, bien que c'est un milieu plus modeste. On pourrait penser qu'elle me demanderait souvent de l'argent ou quoi que ce soit. Ça n'arrive jamais, c'est moi qui propose. Et souvent, elle est réticente, tu vois. Même pour mes petits frères, ma petite sœur, là, elle avait des problèmes à se loger. J'ai dit, bah, écoute, on va payer 1 an de loyer directement. Comme ça, ils vont dire oui, parce qu'à Paris, apparemment, c'est très compliqué d'avoir. C'est impossible. Même en payant d'avance, parfois, c'est compliqué. Je connais pas ces problématiques, mais j'ai dit, ok, bah, dis-moi combien ça coûte. Je t'envoie 1 an de loyer et puis fin de l'histoire, quoi. On résout ce problème. Et tu vois, elle est vraiment très. Je pense qu'elle regardera la vidéo. Elle est très à dire, bah non, je vais d'abord essayer de trouver une solution, etc. C'est bien, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est bien. En soi, c'est bien. Et au niveau de tes amis, est-ce que ton cercle a évolué? Est-ce qu'il y a des personnes. Il a beaucoup évolué. Il y a des personnes dont tu t'es éloigné? En fait, l'écrémage, il se fait un peu naturellement, malheureusement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu montes un petit peu en termes d'argent, mais pas que, en termes de problématiques, en termes de choses que tu fais au quotidien. Et donc, tu as du mal à. Le mot en anglais, c'est relate. Donc, à trouver des points communs avec les gens. Exactement, ou à te mélanger. Et ça devient compliqué, même parfois avec des gens de ta famille, tu vois, quand tu les as pas vus depuis quelques mois ou années, bon, tu trouves toujours les premières choses à se raconter, etc. Mais après quelques jours, quand tu as fait un peu le tour des sujets, bah, ça devient compliqué, surtout quand tu as une vie internationale, que voilà, tu es à droite, à gauche, tu fais du business, tu es dans un monde qui est complètement différent des gens normaux, on va dire. Bah, ça peut être compliqué. Moi, ça m'arrive souvent quand je voyage, sinon que je rencontre des personnes que je connais pas, et qu'on essaie de trouver des sujets de discussion. Ouais. Et c'est vrai que parfois, ben, ça peut vite tourner court. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, bah, je préfère rester avec les personnes que je connais déjà. Parce qu'en fait, ben, on a des points communs, comme tu disais, alors que bah, la plupart des gens que tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours vont pas avoir les mêmes centres d'intérêt que toi, quoi. Et moi, je vis très mal à ce sujet-là parce que j'arrive même plus à faire. Ouais, tu deviens un peu sauvage, toi. Hein. Ouais. la vérité, oui, c'est que je deviens un peu sauvage et j'arrive plus à faire l'effort. C'est-à-dire le small talk, on dit en anglais. Ouais. Les chats, ouais. Ouais, alors t'as un autre mot en anglais. Donc les conversations sans intérêt de la météo, etc. Je n'y arrive plus. Peut-être j'ai perdu toute patience, peut-être que c'est ce moment de ma vie et que peut-être moi j'ai toujours été comme ça. Ouais, moi j'ai eu plusieurs vagues. J'ai eu le moment où j'avais mes maisons d'hôtes au Maroc où j'étais très à l'écoute, donc du coup au bout de 5 ans d'avoir des clients en permanence qui te racontent les mêmes histoires, j'étais arrivé à un niveau où je supportais plus la race humaine. C'est-à-dire qu'à la fin du Maroc, il fallait absolument que je fasse un business web où il y avait personne parce que j'avais la tête qui explosait. Après il y a eu une courbe où j'ai reparlé à pas mal de gens et là je suis un peu à un moment où voilà, tout ce qui ne m'intéresse pas, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et donc, c'est difficile. Et ça peut paraître impoli de dire ça comme ça, mais la vie est courte, en fait. Ouais, je trouve que d'entreprendre et ensuite de réussir dans l'entrepreneuriat, ça paye le luxe aussi de pouvoir choisir avec qui on traîne professionnellement et aussi du côté perso. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mes journées type, c'est que justement, j'ai pas ou très très peu d'employés, pas de boss et pas d'interaction avec des gens avec lesquels j'ai pas envie d'avoir. Ouais. Et clairement. Ça, je trouve ça pas de prix, en fait. Ouais, c'est un luxe, clairement, de pas avoir des interactions forcées, ouais, clairement. Un autre point que je voulais voir aussi, c'était est-ce que tout ça, ça t'a rendu plus heureux? Et est-ce que tu penses que l'argent, ça rend heureux finalement? Parce que ça, c'est une question que tout le monde se pose. Bien sûr, ça y contribue énormément. Ça serait être faux cul que de dire le contraire. Ça permet d'enlever des grosses couches de stress, etc. Mais parfois, ça peut aussi créer des dépressions. Et j'ai eu une de mes plus grosses dépressions de vie en début d'année, là, 2024. Parce que j'en ai parlé dans une interview, donc un espèce de tableur Excel où tu as tous mes investissements et le yield, donc le rendement. Et donc, quand tu regardes ça, bah, tu te dis, j'ai gagné le jeu, en fait. Ça y est, je peux pas dépenser ce que j'ai et le yield, de toute façon, couvre toujours, etc. Et parfois, c'était une partie de la dépression, il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que d'avoir ce type de montant d'argent, tu te dis bon, j'ai gagné un peu ce jeu, il va falloir trouver un autre jeu et parfois ça peut être c'est des transitions et je pense que les gens qui regarderont la vidéo ils se diront j'aimerais bien gagner ce jeu mais en fait quand on y arrive on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Il y a cet aspect-là, après il y en a un autre que toi t'as pas forcément connu, c'est aussi la tranquillité d'esprit quand t'es salarié versus quand tu entreprends. Moi je te l'ai raconté déjà hier, quand je sortais du travail de mon dernier job de salarié, j'avais un sentiment de plénitude où je me disais c'est bon, j'ai plus rien à penser à part m'amuser. En plus, j'étais beaucoup plus jeune, et j'habitais à Paris, je pouvais faire ce que je voulais. Et même si je gagnais beaucoup moins, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Alors que quand tu es entrepreneur, tu vas sans arrêt être stressé. Et je trouve que plus tu gagnes d'argent, plus ça rajoute quand même du stress parce que ton business se développe et ça implique de nouvelles responsabilités. Tu vas développer d'autres business également. En fait, tu réfléchis tout le temps. Et ça, je pense que
même si on gagne beaucoup d'argent, bah, le stress il reste quand même là et ça peut donner des gros moments de down. Moi, ce qui me fait aussi beaucoup peur, c'est que mon niveau baisse parce que je suis pas encore à un niveau où je peux me relâcher. J'ai de bons revenus mensuels, mais j'ai pas encore constitué un gros capital. Et ça, je pense que ça peut être une source de stress de se dire, bah, je vais passer de 10-15 000 par mois à revenir à 3 ou 4 000. Je pense que ça pourrait être un gros down au niveau du moral. Mais en fait, il y a deux sources de stress, en fait. Enfin, il y a deux façons de voir les choses niveau stress. T'as le fait que l'argent t'enlève un stress qui est, par exemple, je sais pas, tu dois prendre un avion, tu vas le louper. Quelqu'un qui a 10 000 euros sur son compte, un avion, ça coûte 600 ou 1000 euros le billet d'avion, c'est 10% de son épargne qui s'envole. Ouais. La personne est totalement stressée. Moi, je loupe un avion, enfin, et alors, so what? Quand est le prochain, tu vois? Donc, il y a ce type de stress de la vie, de est-ce que tu vas terminer le mois, est-ce que tu auras assez, etc. Enfin, tous ces stress-là, ça n'existe plus pour moi. Quand tu es dans un restaurant, t'as ta copine qui commence à commander des trucs chers ou quoi aux caisses. Bon, moi, je peux avoir une petite goutte. Là, il rigole. Il adore parce qu'il adore me faire passer pour un punk, chose que je ne suis pas. Mais donc peu importe ce que les gens vont commander autour de moi, en fait je m'en fous, ça change rien. Donc ça c'est pas le problème. Là où ça peut créer du stress d'avoir de l'argent, bah, c'est qu'il va falloir gérer cet argent parce que sinon il est bouffé par l'inflation. C'est-à-dire que quand tu as une fortune de 10 millions ou plus, chaque année tu as 200, 300, 400, 500 000 dollars d'inflation entre guillemets. Et si tu les bats pas, bah en fait tu perds en pouvoir d'achat. En numéraire, tu as toujours le même numéro sur ton compte bancaire, mais en vrai ce que tu peux acheter au bout de 10 ans, 15 ans, ce n'est plus la même chose. Donc ça c'est un premier stress. Les investissements que tu vas faire, est-ce que tu vas pas faire des choses qui vont partir en sucette? Tu vois, t'as quand même un stress à avoir de l'argent. Il y a rien qui est parfait en fait, mais c'est quand même mieux d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir. Et du coup, est-ce qu'il y a des dépenses qui te font culpabiliser où tu te sens mal? Ah bah moi j'ai plein d'exemples, hein, mais vas-y, je te laisse. Vas-y. Ouais. Vas-y. Tu veux que j'en donne un? Alors on est sorti en boîte il y a pas très longtemps. Ok. Ok, quand on arrive au guichet, Mhm. c'était $300 pour deux. Ouais. Ok. Ouais. Et qui c'est qui a payé? Non, ça me faisait chier. Non, il faut mettre. Non, mais mets les choses en contexte. C'est pas bien parce que les gens ils vont penser. Je paye tous les restos. Non mais C'est non, vrai ou pas? Non mais en fait, je pense que il y a des dépenses qui te Que font j'aime pas. culpabiliser, Ouais, que qui me font chier. et tu te sens Parce pas que, bien. en fait, il faut que les gens comprennent. Je ne bois pas d'alcool. Je n'aime pas le bruit. C'est-à-dire que quand je vais dans une boîte de nuit, je mets des boules caisses. Donc déjà, le mec il boit pas d'alcool, il est avec des boules caisses. Du coup, tu vas pourquoi? Bah pour aller avec toi, pour te Ouais. suivre, pour te faire plaisir, pour pas te laisser tout seul. Tu viens à Panama, tu fais je sais pas combien de bornes, t'es là pour quelques jours, bien sûr que je vais aller avec toi. Mais c'est pas un plaisir pour moi d'aller dans une boîte de nuit, c'est comme me mettre des aiguilles dans les yeux, sincèrement. Donc j'arrive devant une entrée de boîte où je sais que je vais rester 1 heure parce que ça va vite me faire chier. D'ailleurs, je t'ai laissé après. T'es resté 2 heures. Ouais. Ouais, j'ai fait un effort. Mais je sais que je vais pas rester longtemps. Prendre une bouteille à 300 balles qui coûte $20 dans le commerce, ça fait aucun sens pour moi, si tu veux. Donc c'est pour ça que j'étais un peu c'est pas que j'hésitais à payer, c'est que je te disais est-ce qu'on va vraiment rester, etc. Bien sûr que j'allais payer, je m'en fous. Mais bon, t'as pris le relais et ça c'est très bien. Et dans les trucs matériels, est-ce qu'il y a une dépense où tu te dis oh non, je regrette de l'avoir acheté, c'était une mauvaise décision. Il me semble qu'un jour tu m'avais dit un truc, Je sais plus. je me rappelle plus de l'exemple. Tu sais pas? Non. Donc je sais pas. Ou sinon ouais, tu vas acheter une polaire plus chère que celle d'avant et tu vas dire oula là je me suis lâché. La polaire Quechua. Il se moque toujours de moi. Mais en vrai, cette année, j'ai upgrade. Hein. Avant, j'étais en Quechua, Decathlon. D'ailleurs, il y en a qui se foutaient de ma gueule dans les commentaires. Et maintenant, je suis passé à LL Beam ou quelque chose comme ça. C'est une marque américaine qui fait des polaires. Donc, j'ai plus de logo Quechua. Mais c'est le plus gros upgrade que j'ai fait de l'année. Et pourquoi ça te fait culpabiliser quand tu vas dépenser trop Non, mais sur quelque chose que t'aimes pas? Sur la polaire Quechua, je m'en fous. Non, mais je parle plus sur, par exemple, si t'avais acheté la bouteille et alors que t'avais pas envie, ça te donne quel sentiment? Je m'en fous, c'est juste ça me fait chier sur le moment de dépenser dans de l'alcool. Je bois pas d'alcool déjà. Ça fait pas sens. En fait, c'est juste que ça fait aucun sens. J'y vais pour te faire plaisir, mais un peu à reculons. Ok. Fair enough. Et est-ce que tu serais prêt Mais à... par contre, tu vois, sur des restos, je m'en fous. Ouais, c'est vrai. Il faut le dire c'est vrai, à tout le c'est monde. vrai. On va dans les plus beaux restos de la ville Ouais. et à chaque fois, je paye pour tout le monde. Donc, il y a pas de souci de ce côté-là. C'est vrai. Et est-ce que tu serais prêt à faire plus de sacrifices pour changer ton mode de vie? Donc, à réduire encore plus pour gagner plus. Parce que finalement, t'as un baromètre. Il est là. Peut-être que tu pourrais encore plus économiser vu que t'aimes bien économiser. Ouais, je pourrais plus économiser. Non, je suis confortable. Là, c'est un train de vie qui me va dépenser 180-200 000 dollars par an, ce qui est déjà beaucoup d'argent. En vrai, quand tu mets ça en face de quelqu'un qui gagne, je sais pas, 2000 balles en France, tu lui dis je dépense 200 000 dollars en lifestyle, c'est déjà beaucoup d'argent. Descendre plus, non, ça m'amuserait pas. Non, je suis vraiment, en fait,
je suis un éternel insatisfait. Il y a rien que je suis content. Je suis toujours torturé par des choix dans ma vie. Et là, sur l'appartement, là, tu me demandais pour l'appartement, pour mon niveau de vie, etc. Je suis bien. Je suis sur un sweet spot. Et donc, c'est très bien. Après, peut-être qu'un jour, je voudrais plus ou moins. Peut-être que je redescendrai. J'en sais rien. Mais je suis sur un sweet spot. Donc, je suis confortable. Donc, ça me va très bien. Après, je sais qu'il y a des types qui gagnent encore plus d'argent que moi et qui dépensent moins que moi. Je sais pas si tu connais le youtubeur Graham Stephan, là. Oui. Non, mais lui, c'était la folie. Il calculait à combien lui coûtait son café. Il allait pas chez Starbucks et c'était en centimes. Il calculait au centime près. Donc non, moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Je suis un intermédiaire dans la frugalité. Toi, et est-ce que du coup, tu achètes ton propre savon ou tu grattes celui de l'hôtel? Non, j'achète rien. Et d'ailleurs, tiens, vas-y. Tu vois, dans des trucs où je suis capable de dépenser, où personne ne dépenserait comme ça, mon savon vient de Californie, mon shampoing vient de France, mes brosses à dents et mon dentifrice vient de Suisse, et tout ça, je l'importe. Chaque produit comme ça me coûte une fortune. C'est de la folie. Mais parce que ça, c'est important pour moi. Tu vois, et dépenser $300 dans une bouteille qui vaut $20, c'est de la merde. Et le moment où tu appuies acheter, quand tu achètes tes savons, t'es bien, t'es pas bien? Non. Ça va? Fais rien. Ok. Et est-ce que ça t'a rendu plus confiant de gagner plus ou pas spécialement? Je veux dire, dans la vie de tous les jours. Ouais, t'as un peu un statut, les gens, ceux qui savent, te traitent d'une autre façon. Ouais, je suis. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens. Ok. Je trouve que tu vas aborder les gens différemment, te sentir plus à l'aise. Tu vas avoir moins de blocage sur certaines choses, non? Ouais, mais après, la plupart du temps, je reste respectueux et, Ah oui, non, voilà, ça, je reste un complètement. client normal, tu vois, donc... Bah, après, on a tous les deux travaillé dans l'hospitalité et enfin, moi, toi, en gérant des riads, moi, j'ai été serveur. Et je pense que quand on gagne plus d'argent, faut garder quand même les pieds sur terre. Ouais, on en voit pas mal qui les gardent pas, ouais, clairement. Ouais. Bah, je pense que c'est un problème d'éducation, pas un problème d'argent. Bien sûr. Parce qu'ils étaient déjà irrespectueux, même quand ils n'avaient pas d'argent. Non, je pense. donc la confiance, oui, d'être confiant. Oui, peut-être, par exemple, quand tu rentres dans une boutique de quelque chose de cher et que t'as pas vraiment les moyens, peut-être t'as pas la même confiance que quand moi je rentre dans une boutique, peu importe ce que je veux, je peux l'acheter, en fait. Donc oui, tu peux avoir cette attitude de confiance, ouais. Bon, un autre truc où t'es paradin et on pourra te mettre en lumière, c'est Vas-y. comment tu gères l'argent en couple. Ah, ouais. Ouais, encore une fois, là-dessus, vas-y, toi, commence peut-être, non? Ou tu veux que je commence? En fait, moi, c'est très simple. Quel que soit le revenu que j'ai, même si je gagne beaucoup plus avec ma copine, je vais toujours tout dépenser avec elle et profiter au maximum avec elle parce que je vois pas l'intérêt de se priver de quoi que ce Donc, il soit. n'y a pas de compte séparé? Non, pas du tout. Ok. Et, On n'a pas de compte séparé. et au moment de payer, est-ce qu'il y a des moments où un ou l'autre paye ou c'est toujours toi qui payes? Non, en fait, on s'en fiche, peu importe. Mais il y a quand même une alternance. Ouais. De temps en temps, oui. Mais en fait, on travaille ensemble en plus. Et même si moi j'ai deux autres activités qu'elle n'a pas, le surplus de salaire, on en profite tous les deux. Donc Ok. ça va être pour les voyages. En fait, c'est vraiment pour les gros extras. Voyages, resto, etc. Je vois pas l'intérêt de les garder pour moi et pas profiter avec elle en fait. Bien sûr. Moi, ça va être assez différent. Je pense déjà de la mentalité des compagnes que j'ai pu avoir dans le passé. Je sors pas avec des occidentales. Donc souvent, dans ce type de pays, il va y avoir des rôles qui sont comme ça. C'est tout simplement, je sais pas comment l'expliquer, mais l'homme paye. Et donc, non, la plupart l'intégralité de mes copines, elles ont jamais sorti une seule fois de l'argent. Non, jamais. Donc, voilà, comment je gère, je paye tout simplement tout. Et quand c'est le cas de quelqu'un de vraiment sérieux, ma compagne par exemple, elle a une carte de crédit, une de mes cartes de crédit, et voilà, elle a le budget qu'elle veut. Mais on en parlait l'autre fois. Est-ce que du coup, pour toi, ça veut dire que tu serais ok d'être avec quelqu'un qui fait rien? Ou tu as quand même besoin de voir que la personne a un but dans la vie? Ou est-ce que tu serais prêt à être quelqu'un qui fait vraiment rien de rien? Parce que personnellement, moi, même si je paye plus, je suis très attaché au fait que ma copine elle fasse quelque chose, qu'elle a un but et que je sois fier d'elle en fait. Ok. D'avoir une copine qui est à la maison et attention, c'est pas du tout sexiste parce qu'elle pourrait gagner beaucoup plus que moi et aussi attendre de moi que je fasse quelque chose de ma vie. Et je pense que c'est important pour avoir un bon équilibre dans le couple d'avoir quelqu'un qui a un but et qui se tourne pas les pouces. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'attends rien des personnes, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que financièrement, en termes de splitting, en termes de partage d'addition ou de coût de vie, etc., j'attends dès le départ, moi. Donc, ça rentre même pas dans l'équation. Mais je parle pas du côté financier. Je comprends. Mais déjà, j'attends rien d'un côté financier.
Tout ce que j'attends de la personne, c'est pas forcément qu'elle crée un business, qu'elle fasse un truc extraordinaire, mais qu'elle soit passionnée par un truc et qu'elle fasse un truc de sa vie, clairement. Avoir une compagne qui a un chat, tu sais, il y a des gens comme ça qui ont des copines, elles font rien, elles sont sur le canapé, elles scrollent sur TikTok et voilà, elles font rien. Ça, j'y arriverai pas à ce point-là. Mais à partir du moment où elle est passionnée par un truc, même si c'est de la littérature, j'en sais rien, un sport, un truc, si elle fait un truc, elle a des journées actives, ça me suffit. Et qu'elle reste belle et qu'elle s'occupe convenablement du foyer. C'est ce qui est important pour moi. Ok. Mais qu'elle réussisse, qu'elle crée une start-up, machin, j'en ai rien à foutre. Non, rien. Non, ouais, ok. Bah ouais, on est assez alignés, je pense. Est-ce que tu penses que t'entreprends mieux quand t'es en couple ou quand t'es tout seul? Tout seul, 100%. Ok, pourquoi? Ah bah parce que, bon, déjà, j'ai un énorme problème de concentration, donc ça va être assez personnel. Donc je suis mieux seul, mais en vrai le conseil que je donnerais à tous ceux qui nous regardent qui sont célibataires jeunes, restez célibataires et montez vos business parce que bien ou mal, une femme, des enfants, c'est des aspirateurs à attention, à énergie. C'est magnifique, hein. Moi je suis pro-famille, mais c'est juste que on peut pas tout faire en même temps et ça risque de détourner des objectifs tout simplement. Et c'est dur de performer, d'être dans les meilleurs dans un business. Et malheureusement, si tu as quelqu'un qui te prend de l'énergie en continu ou de l'attention, bah c'est un facteur qui te ralentit tout simplement. Donc je pense que la vie c'est un peu dévolé et qu'il faut déjà avoir quand même bien commencé à lancer ses business, etc. Avoir une stabilité avant de commencer à s'occuper du volet femme, famille. C'est ma vision des choses. Ouais. Après, il y a des contre-exemples totaux. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui m'ont dit, voilà, j'étais à des niveaux à peu près moyens et à partir du moment où j'ai eu des enfants, eh bien, j'ai eu des ailes qui ont poussé parce que je voulais leur donner le meilleur futur possible. Et là, c'est devenu des monstres. Ils ont carrément explosé en business. Mais si on faisait des statistiques, en vrai, le nombre de personnes que le fait d'avoir eu des enfants, ça a créé de la procrastination, ça a créé plein de choses qui les ont ralentis dans son business. Je pense que statistiquement, dans l'ensemble, ça ralentit. Tout simplement. Alors que moi, je pense que le couple, ça me donne vraiment une ligne directrice, ça me canalise. Je pense que si j'étais seul avec les revenus que j'ai maintenant, je serais en freestyle. Ça serait encore pire. Je pense que je serais pas autant focus que je le suis maintenant. Là, j'ai vraiment envie d'avancer pour notre couple en même temps, tu vois. Okay. Je vois que ça nous permet de faire plein de choses ensemble intéressantes, de voyager. Je me projette vraiment à long terme avec ma copine. Et du coup, je trouve que c'est un cercle vertueux pour moi. Et puis ta compagne, elle est très sérieuse. Elle est moins fofolle que toi, on va dire. Ouais. Toi, tu serais plus rapidement à dépenser de l'argent, etc. Ouais. Donc, ça te permet de te stabiliser et donc d'être meilleur dans ton business. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est très personnel quand j'ai répondu à cette question parce que c'est une question de déjà ton niveau de concentration, à quel point tu es capable de rester focus et de pas te disperser, etc. Tu as des gens pour qui ça sera bon et c'est ton cas et moi, ça serait pas mon cas du tout. Et donc toujours sur le sujet des femmes, est-ce que tu penses que depuis que tu gagnes plus d'argent, le regard des femmes a changé? Surtout, est-ce que tu dis combien tu gagnes quand tu rencontres une fille dans les premiers dates? Non, je dis jamais combien je gagne. Ni de près, ni de loin. Ouais, ni quand je la rencontre, ni après dans la relation. Et d'ailleurs, quand j'essaie d'estimer combien je gagne pour rigoler comme ça, elles sont très très loin de la réalité et c'est très bien comme ça. Pourquoi tu le dis pas? Ça changera quoi? Ça changera quoi? Ah, t'as pas envie de biaiser la relation? Ça changera quoi? Elles ont déjà un bon cadre. Non, mais parce que t'as plein de mecs qui vont se dire, bon, allez, de toute façon, on met carte sur table, comme ça, je suis sûr que la fille, elle sera impressionnée. Non, t'es pas comme ça. En fait, ça peut apporter que de la négativité. En cas de mariage, en cas de divorce, c'est pas très bon de. Ça donne pas de bonne base, hein. Clairement pas. Non, je préfère rester tranquille sur ce que j'ai. Mes copines, comme je l'ai dit juste avant, elles viennent toutes de pays qui ne parlent pas français, donc elles vont pas regarder ma chaîne YouTube. Même si elles regardent avec des sous-titres, elles vont regarder 3 vidéos et ça y est, ça va pas aller très loin. Tu montes un appart à $2000. Ouais, voilà. Donc, après, comme je te dis, on a un train de vie hors de l'appart. Et là, tu me parles de l'appart à 2000 parce que c'est à Panama. Quand je suis à Dubaï, c'était $10 000 d'appartement. Tu vois, parce que c'est une bonne affaire. Parce que c'est une bonne affaire. Mais à part ça, plusieurs fois par semaine, on va à des restos. Ça coûte toujours 150, 200 balles de sortir. On va en business class ou dans des hôtels très haut de gamme. Et ça, donc tu le montres après, quoi. Une fois que tu vois que la personne a un vrai intérêt et qui est pas biaisé. Bien sûr. Mais après, assez rapidement, dans une relation, j'emmène toujours la fille dans un voyage. Ça, on apprend beaucoup à apporter. C'est vrai, hein? Ouais, je suis d'accord. Déjà, la première chose, c'est comment elle se pointe à l'aéroport. Si elle a une énorme valise, je peux pas sortir avec. Parce que c'est un red flag. Ça veut dire qu'elle est pas organisée. Si on part pour un week-end et qu'elle arrive avec une énorme valise, ça veut dire qu'elle sait pas choisir juste quelques tenues pour le week-end. Je supporte pas.
Pour moi, un truc qui va la faire gagner des points, c'est elle arrive avec une toute petite valise ou un weekender, tu vois, un Bon, sac. alors moi, parfois, j'ai une grosse valise, mais c'est parce que j'aime bien avoir le choix et c'est très organisé. C'est de la merde. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'après, je suis le connard qui a pas sa valise à Qui a l'aéroport. pas ta valise à l'aéroport, exactement, et qu'on attend. Voilà. Je peux voyager 4-5 mois avec une valise cabine. D'ailleurs, j'ai prévu peut-être de faire une vidéo. Faites savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, de comment packer une valise pour 5-6 mois, pour un an. J'ai des amis qui vivent Ouais, après, toute leur vie avec une valise cabine. J'avoue, quand je suis parti en Thaïlande, moi, j'avais la première fois une valise de genre 30 kilos, la plus grosse qu'ils vendaient dans la boutique. Et je suis rentré juste à Noël pour voir ma famille. J'ai pris qu'une valise cabine en repartant parce qu'en fait, 90% des trucs que j'ai pris, je les portais pas. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est une marque d'intelligence que de savoir voilà, avoir quelques ensembles. Ensuite, sur place, bah, tu utilises le pressing des hôtels. Les slips chaussettes, la plupart du temps, ça coûte plus cher de les laver que d'en acheter des nouveaux à H&M quand tu vas chez H&M. Ouais. et voilà, et c'est tout. Et puis, quand tu uses trop un vêtement, quand tu restes trop longtemps comme ça, 4-5 mois, et que tu les utilises vraiment, tu les mets à bout, bah, tu t'invertis un polo avec un autre polo que tu rachètes dans un magasin, et puis fin de l'histoire. Donc tu vas être avec une fille simple. Ouais, donc oui, c'est vrai que je me suis vachement écarté du point, mais c'est quelque chose de très T'inquiète important. pas, je suis un bon intervieweur. Très bon, très très bon. On a vu tes talents aujourd'hui. Mais ouais, ça fait partie des choses, et de voyager, bah, tu vois comment elle se comporte, etc. Et ouais, c'est une première expérience, et c'est important de le faire très tôt pour moi. Et donc très tôt pour elle également, elle se rend compte que bah, on va voyager en business, on va voyager, et comme je l'ai dit, je paye toutes les dépenses. Ça ne passe même pas dans ma tête de lui dire bah prends ton billet d'avion, tu vois. Enfin, je vais prendre les deux. Alors par contre, on avait parlé d'un truc, tu vois, c'est que alors certes, tu partages pas les dépenses, etc. On est pareil. Par contre, moi, j'attends quand même, tu vois, une petite attention, quelque chose de temps en temps. Et je parle pas forcément de ma copine, mais en général, je trouve que c'est bien quand même dans un couple, même si tu payes tout, que je sais pas, t'as l'impression à un moment donné d'avoir un quelconque retour. Par exemple, ma copine, tu vois, à chaque anniversaire, elle va toujours trouver des super idées de cadeaux. Et attention, elle gagne bien sa vie, etc. C'est pas moi qui paye tout. Mais même si vu que je paye un peu plus, bah, je suis quand même content de temps en temps où elle va toujours chercher à me faire plaisir ou à trouver la petite idée. Le problème, c'est que c'est impossible de me faire plaisir, moi. Bah, me faire un cadeau, c'est très très dur. Mais c'est pas grave, Un truc que j'aime c'est vraiment l'attention. bien. C'est l'attention. Tu vois, regarde par exemple. Ouais, mais ça me fait chier. En fait, comme j'arrive plus à être faux, quand on va m'offrir un cadeau dont je veux pas. En vrai, tu dis qu'on peut pas faire de cadeaux. Je suis sûr que on t'offre un petit set de polo sympa. T'es content, non? Non, un truc de plus Non encore. Non, ça va. Tu veux rien? Non, je veux rien. Vraiment, vraiment. Je sais pas. Bah alors, une activité. Ouais, peut-être. Tu vois, oui, une attention, c'est pas forcément du matériel. Ouais. En fait, tu vois que la personne, elle a pensé à toi. Mais la plupart du temps. Et toi, tu m'as dit que même ça, tu t'en fous. Ouais, je m'en fous. Non, parce que ça va souvent être raté, ça va pas être ce que je veux, ça va pas être au moment où je veux, ça va pas être de la façon que je veux, et donc je préfère faire. En plus, je t'ai déjà vu à l'œuvre, tu serais le genre à faire. Bon, non, j'ai même pas envie de le faire. Ah, là, tu m'as dépeint un bon portrait de moi. C'est bien, ça fait une interview différente. Mais oui, c'est vrai que j'ai du mal à me forcer, j'ai du mal à être faux ou à dire je suis content quand je ne le suis pas. Donc, tu dois pas avoir trop de potes américains du coup, toi. Ah ouais, non, ça m'horripile le côté californien. Tout est génial. Non, je supporte pas. Écoute, je crois que tu as fait le tour de tes questions, si je me trompe pas. Ouais, complètement. On a même vu plein d'autres sujets. C'est très bien, c'était intéressant, je pense. J'espère que ça plaira du coup. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre des commentaires. Si vous avez d'autres questions à nous poser pour faire un autre podcast comme ça sur la philosophie autour de l'argent et n'hésitez pas, notre rapport. Je vous le passerai au grill. Je vous le passerai au grill, carrément. Et puis, si vous voulez vous former à nos côtés, donc que ce soit à travers la formation en vidéo ou bien à travers un mentorat avec Billy, on mettra également tous les liens juste en dessous. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao, bye bye.